Mon livre qui mêle basket et pop culture, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, sort le 19 mars, mais pour lui donner de la force, vous pouvez déjà le précommander partout. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite à ce sujet, sans ça, toutes les infos sont dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, je vous propose un épisode un petit peu différent, sauf que cette fois-ci, c'est vous qui m'avez demandé de le faire. Ces dernières semaines, j'ai enchaîné. Entre le marathon deadline, les actus en rafale et l'annonce du livre, j'ai pas du tout eu le temps de vous consulter. Donc aujourd'hui, j'ai remis le pouvoir dans vos mains. Retour des sondages sur Insta, et vous avez choisi un sujet plus large, la potentielle expansion NBA. Et je vous le dis direct, je kiffe de fou ce genre de vidéo. Parce qu'il ne s'agit pas juste de parler d'un joueur on fire ou alors des chances de titre d'une équipe, non, il s'agit de réfléchir à quoi ressemblera la NBA dans le futur. Et vous l'avez capté, si vous voulez plus de sujets de ce genre, c'est sur Instagram que ça se passe. Vous rejoignez le canal, vous votez, et moi, ensuite, je construis l'épisode que vous avez sélectionné. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à aller vous abonner là-bas, puis tant qu'à faire, faites-le ici aussi sur YouTube, parce qu'au final, c'est bien là que tout se passe. Mais bref, ouais, aujourd'hui on parle expansion NBA, on va expliquer ce que ça veut dire, comment ça se passe et pourquoi Seattle et Vegas sont en pôle. On va examiner chaque dossier avec précision, pour enfin essayer de comprendre ce que ça impliquerait pour tout le monde une NBA à 32 équipes, de la draft expansion à la réorganisation des conférences, en passant par l'aspect financier bien sûr. Autrement dit, des choses à voir aujourd'hui, on en a un paquet. Alors installez-vous bien, prenez un petit café, et moi je vous explique en quoi passer à 32 équipes ça peut impliquer énormément de changements pour la NBA. Bon déjà, je me dis que si vous avez choisi ce sujet, c'est dû à tout sauf au hasard. Depuis quelques semaines, la situation a évolué. Pendant des années, Seattle et Las Vegas, c'était deux villes qui revenaient constamment dans les rumeurs. Là, Adam Silver a posé un repère. 2026, la ligue doit trancher. Ça veut pas dire qu'on aura 2 teams de plus la saison prochaine, ça veut dire qu'a priori, si les rumeurs se confirment, cet été, on saura si la NBA ouvre la porte à 32 franchises dans un futur proche. Le discours officiel a largement avancé et pour moi c'est là que justement ça devient super sérieux. Sauf que tout d'abord il faut regarder si économiquement c'est viable, parce que s'il y a bien une chose qu'il faut garder en tête, c'est que la NBA c'est avant tout un business. Silver l'a dit clairement, ajouter 2 franchises c'est vendre une part de la ligue. Aujourd'hui, les revenus globaux de la NBA sont divisés entre les 30 proprios, alors forcément si on ajoute 2 teams, la part de chacun baisse logiquement. L'expansion c'est donc une histoire de calcul, un énorme chèque d'entrée estimé à 5 milliards pour chaque nouvelle franchise contre une dilution des revenus partagés. En fait, si on est clair, c'est plus une histoire de chéquier qu'une histoire de parquet, ce projet d'expansion. Et là, en ce moment, il y a des signaux qui ne trompent pas sur le fait que c'est bien dans les cartons. La Ligue a lancé une vraie évaluation interne, analyse des finances, des marchés, projections, tout y passe. Entre ça et l'échéance du vote prévue cet été, les choses, on ne va pas se le cacher, deviennent de plus en plus concrètes. Et du coup, si on s'intéresse au nœud du projet et qu'on regarde les villes candidates, Seattle apparaît comme un énorme favori. Seattle, c'est un dossier qui coche presque tout. T'as le cœur avec les Sonics et la cicatrice du départ vers OKC en 2008, et t'as le business avec un gros marché, une fanbase déjà active, des sponsors partout, et une ville qui promet un projet hyper qualitatif. En termes de solidité et de storytelling, Seattle est tout en haut. Et le truc, c'est que là, même s'il y a de la nostalgie, on parle de bien plus que ça, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concret. Bien sûr, Seattle a déjà son histoire, son passé. Titre en 1979, finale en 1996 face aux Bulls. Les images existent, les maillots aussi. L'histoire est toute prête. Et pour une ligue qui veut vendre du narratif, c'est précieux. À Seattle, on n'a pas une équipe à inventer. On a avant tout un retour à valider. Mais là où le dossier de Seattle devient vraiment béton, c'est au sujet des infrastructures. Le premier truc à régler, c'est toujours le même. Où l'équipe va jouer, et Seattle a déjà la réponse. La Climate Pledge Arena, ultra moderne, ouverte en 2021. Donc pas de projet flou à construire. Les politiques de la ville seraient même directement en lien avec les dirigeants de la Grande Ligue. C'est du sérieux. Maintenant, je vais pas le cacher, personnellement, ce que j'apprécie par-dessus tout dans ce dossier, c'est l'héritage. Administrativement, la franchise des Sonics est devenue le Thunder en 2008. Dans les palmarès, l'histoire continue sur la même ligne, mais culturellement, pas du tout. Seattle parle de vol de franchise, quand OKC rejette l'histoire des Super Sonics. Un retour aux sources permettrait de clarifier tout ça, et de créer une rivalité super intéressante en NBA. Et maintenant, bien sûr, l'autre candidat évident, c'est Las Vegas. Puis Vegas, quoi qu'on veuille en dire, c'est tout sauf un fantasme, la NBA y est largement déjà implantée. Entre les Summer League et les phases finales de la NBA Cup, on a un Adam Silver qui connaît déjà parfaitement le potentiel de cette ville. Et ça change tout auprès des investisseurs et des autres proprios. Tu ne vends pas une promesse, tu vends des certitudes.
La ville de Las Vegas est construite pour ça, y aller c'est vivre une expérience complète, c'est bien plus que juste assister à un match. Grands hôtels, shows VIP, casino, la NBA veut attirer des célébrités qui veulent un accueil haut de gamme, et sur ce terrain-là, Vegas est complètement dans son élément. Donc ouais, quand la NBA parle de marché, de business ou de visibilité, Vegas devient une grosse évidence. Par contre là-bas, il y a plus d'incertitude sur la salle. Le nom qui revient souvent, c'est la T-Mobile Arena, moderne, bien placée, déjà habituée aux grands rendez-vous, mais déjà super occupée une bonne partie de l'année. Là, sans compter les playoffs, on parle d'accueillir 41 matchs par an. En termes de calendrier et de répartition des revenus, va y avoir plein de choses à anticiper. C'est pour ça qu'avant tout, Las Vegas, même si c'est un candidat très sérieux, devra mettre les choses vraiment au clair sur l'exploitation de sa salle. Puis la ville pose également une question super importante. À Vegas, si t'as pas bien la tête vissée sur les épaules, tu peux vite te faire aspirer dans les méandres de Sin City si t'as pas un cadre carré. Donc si Vegas arrive en NBA, comme dans les autres ligues majeures, j'espère bien qu'il y aura énormément de prévention prévue sur les dérives possibles de la ville, notamment auprès des jeunes joueurs. Après, même si tout n'est pas forcément parfait encore de chaque côté, on va le dire, Seattle et Las Vegas présentent de sacrés arguments. Du côté de Seattle, on a déjà une salle et une histoire, quand Las Vegas, c'est LA ville dont on parle quand on parle événementiel. Pour un proprio, ces deux marchés sont super alléchants. On ne parle pas de deux villes cool simplement, mais vraiment de deux gros dossiers qui peuvent tenir debout. Parce que pour valider un dossier, la Ligue veut avant tout savoir si le marché peut faire tourner le business. Est-ce que la ville peut créer un récit racontable au grand public? Et là oui, Seattle c'est l'émotion et les infrastructures, Vegas c'est le show et des liens déjà forts avec la NBA. Même dans la com de Silver, on sent que ces deux villes sont au top de ses préférences. Oui, il reste prudent, mais aujourd'hui ces deux dossiers, il en parle en continu, il ne les esquive plus du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce jour, ok, rien n'est encore acté, mais peu à peu, mine de rien, une hiérarchie claire est en train de se dessiner. Et pour être honnête, même s'il y a d'autres options parmi les villes en cas de passage à 32 équipes, ces autres options, j'y crois peu. Il y a des villes qui pourraient être stylées et attirantes, c'est sûr, mais la NBA, je le rappelle, c'est un business, et une ville cool, bah c'est bien, mais c'est quand même secondaire si ça rapporte pas de fric. Un dossier solide, c'est un dossier qui présente le moins de points d'interrogation possible. Et quand on voit le nombre de colonnes que remplissent déjà Vegas et Seattle, je me dis que ça va être bien difficile de faire mieux que ces deux villes. Mexico City, sur le papier par exemple, pourrait présenter un potentiel gigantesque. Marché immense, portée internationale, symbole énorme, mais au quotidien, ça peut vite devenir un enfer administratif. Dès que tu sors des États-Unis, tu rajoutes des zones de friction partout. Voyages, logistique, frontières, langue, même l'altitude peut devenir un paramètre, sans même parler de la criminalité. Donc Mexico City, c'est sexy, oui, au premier coup d'œil, mais trop lourd, je pense, à faire tourner. Après, why not, hein, mais on l'a déjà vu en 1995, quand la NBA est sortie de ses frontières pour tenter de s'installer au Canada, ça n'a pas été simple. Toronto a survécu, ok, mais c'était pas gagné au départ, ils l'ont fait en grande partie grâce à Vince Carter, et Vancouver, eux, ils ont dû déménager leurs Grizzlies à Memphis. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de Vancouver, je sais que les rumeurs l'annoncent, on parle de faire une deuxième expérience NBA là-bas, est-ce que c'est une bonne idée? Perso, je pense pas. Pourtant, Vancouver a de vrais avantages aussi, grande ville, riche, internationale, et un récit ambitieux de ramener la NBA dans l'Ouest canadien. Mais le truc, c'est que le contexte a beau avoir un peu changé, j'imagine mal un proprio retenter l'expérience après l'échec des années 90, puis faut pas se voiler la face, même aujourd'hui, Vancouver n'a pas du tout le même élan public que Seattle ou Las Vegas. Après, je pourrais parler de tout plein d'autres villes, comme j'avais fait dans une vidéo à l'époque, mais à mon avis, ça ne sert à rien, ma conclusion est déjà là. Les villes de Seattle et de Las Vegas sont les seules à ce jour, pour le moment, qui peuvent réellement apporter du concret à la NBA. Si Adam Silver doit prendre une décision, il va pas s'aventurer vers un pari incertain, alors que devant lui, il a deux villes qui cochent déjà un maximum de cases. Quand on s'apprête à prendre une décision aussi énorme, il faut des certitudes, et les villes de Seattle et de Las Vegas sont clairement celles qui en apportent le plus. Par contre, si la NBA déménage là-bas, il faudra des proprios, des investisseurs, des gens qui portent le projet, sans ça, pas de franchise. Et là, vu le prix à payer pour accéder à la Grande Ligue, impossible d'imaginer qu'un seul gars, même hyper riche, prendra les commandes de ces franchises. Il faudra faire un montage complet avec un groupe d'investisseurs, du capital et un plan clair pour l'arena, et tant que la NBA n'a pas ouvert officiellement la procédure de l'expansion à 32 équipes, personne ne peut réellement se positionner. Par contre, si vous voulez, on peut essayer d'en parler de ces futurs propriétaires, mais au conditionnel, toujours, c'est obligatoire. Vegas, c'est le cas le plus visible médiatiquement parce que LeBron s'est déjà exprimé publiquement là-dessus. Il a dit clairement qu'il voulait voir une franchise s'installer à Las Vegas et qu'il se projetait très bien dans un rôle de proprio. Sauf que là encore, faut remettre les choses à la bonne échelle. Une franchise NBA, c'est plusieurs milliards. Donc même pour LeBron, ce serait un projet avec des partenaires, des investisseurs, des gens qui savent gérer du sport business à très très haut niveau. Après, ce qui rend le truc crédible dans l'idée, c'est qu'il a déjà investi dans des structures sportives et des réseaux financiers. Mais entre vouloir et avoir, il y a une procédure énorme à mettre en place. Las Vegas, ça peut être un marché énorme et beaucoup d'investisseurs pourraient vouloir leur part du gâteau. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui c'est un dossier qui fait énormément de bruit, même chez les milliardaires, même dans les plus hautes sphères financières.
Par contre, Seattle, c'est presque l'inverse. C'est beaucoup moins de star power affiché et une logique plus locale qui pourrait se structurer autour de l'écosystème sport déjà en place. Là-bas, il y a déjà le Kraken en NHL, il y a aussi les Seahawks qui viennent de remporter le Super Bowl en NFL. Vraiment, il y a une vraie culture sportive dans cette ville. Pour moi, c'est ça que la NBA adore, quand le tout forme un bloc cohérent avec une salle, des fans et une capacité à lancer la machine sans improvisation. Après, sur les grands noms qui pourraient porter le projet, les milliardaires à Seattle, tout ça, oui, quelques rumeurs circulent, notamment celui de Samantha Holloway, propriétaire du Kraken, la franchise NHL de Seattle. Mais tant que la ligue n'a pas ouvert officiellement le process, ces noms restent des hypothèses, plausibles, parfois logiques, mais encore loin d'être confirmées. Pour le moment, on en est là, on écoute les signaux, les déclarations, mais impossible de s'enflammer sans plus de concret, sinon on rentre dans des fanfictions. Parce qu'avoir un projet et une salle, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Une arena, c'est bien plus qu'un simple parquet et des tribunes autour. Faut savoir qu'une franchise NBA, c'est un modèle économique avec énormément de points de tension. Qui possède la salle? Qui décide du calendrier? Qui gère la billetterie, les loges, le naming, les parkings, les restos, les événements, les concerts? Une arena moderne, c'est une machine à cash qui tourne toute l'année. Et la NBA, quand elle valide une expansion, elle ne regarde pas juste si la salle est belle, elle regarde si le deal autour de la salle est clair, rentable, et si tu peux proposer une expérience haut de gamme tout de suite. C'est souvent là que les dossiers se gagnent, ou se perdent. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a une salle, c'est est-ce qu'elle est exploitable pour la NBA et comment. À Seattle, c'est ce qui rend le dossier fort. La Climate Pledge Arena est déjà opérationnelle, moderne et déjà rodée avec la NHL et la WNBA. Donc on n'est pas sur un projet hypothétique. Le vrai débat, c'est l'exploitation, le calendrier, la répartition des revenus, le quotidien. En clair, la salle existe. Le sujet, c'est le deal qui permettra de l'utiliser. Mais ça, à mon avis, ça va se gérer et c'est un avantage énorme pour le projet du nord-ouest des États-Unis. À Vegas, par contre, c'est plus ouvert. Le scénario le plus souvent cité, c'est la T-Mobile Arena, superbe salle, sur le strip, déjà habituée aux grands rendez-vous NBA. Mais là encore, la question n'est pas est-ce qu'elle est belle, elle l'est. La question, c'est le calendrier, parce que la salle accueille aussi la NHL, des concerts et un paquet d'autres événements. Et toujours la même histoire, le partage des revenus. Si une franchise NBA arrive, elle doit avoir 41 soirs à domicile, des loges, des partenaires. Et quand une arena appartient à plusieurs personnes avec des montages complexes, la négociation devient centrale. C'est ça le truc, avoir une salle disponible et moderne, c'est primordial, mais quand tu dois la partager avec d'autres, t'as énormément de choses à anticiper. Et c'est bien pour ça, je pense, que la T-Mobile Arena, à ce jour, en cas d'expansion NBA, n'est pas la seule piste pour Vegas. Il y a aussi des projets de nouvelles salles dans le Nevada. On parle de complexes immobiliers complètement dingues, intégrant une salle autour de 20 000 places, avec une micro-ville autour, des hôtels, des casinos, des espaces VIP. Sur le papier, c'est séduisant, parce que la franchise pourrait contrôler sa salle à 100%, et ça, c'est un vrai plus. Mais faut être sûr qu'un accord soit trouvé sur le financement, et surtout que le chantier soit fini à temps. Si la NBA veut aller vite pour son expansion, une salle déjà prête peut être largement préférée à un méga projet en construction. En gros, Seattle marque des points parce que sa salle est déjà utilisable et qu'elle correspond absolument à tous les critères modernes que demande la NBA. La candidature de Las Vegas, elle, est fascinante parce qu'elle dispose de plusieurs options, mais toutes méritent encore d'être creusées, d'être plus précises. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une expansion, une arena, c'est pas juste un détail, c'est la base du business model. Et ce qui est important aussi, bien évidemment, pour le business, c'est l'identité de l'équipe. Parce que Seattle, c'est la ville où les fans parlent déjà comme si l'équipe existait. Les maillots verts et or, la Space Needle, le mot Sonics, tout est déjà dans la tête des gens. Sauf que la NBA, elle, ne ramène pas un nom sur un coup de tête. Elle attribue d'abord une franchise à un groupe de propriétaires, et c'est seulement après que la machine branding se lance. Tant que la décision n'est pas officielle, on n'a rien, que des rêves et des concepts de fans. Mais soyons honnêtes, si la NBA revient à Seattle, ce serait tellement décevant que ce ne soit pas sous la bannière des Sonics. Quand la franchise est partie en 2008, l'identité des Sonics n'a pas été reprise par OKC, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, ce nom est complètement libre et il peut toujours être utilisable. En gros, si le proprio est chaud, et je ne vois pas du tout pourquoi il ne le serait pas, il sera tout à fait en droit d'utiliser la marque Sonics. Et pendant que dans l'ombre, ça réfléchit à tout ça, Internet s'amuse bien, évidemment. Parce que oui, actuellement, des créations de fans circulent partout, des designs très propres, avec un vert plus profond, un or plus premium, une Space Needle modernisée, des maillots throwback façon 90s et des versions ultra minimalistes, comme si c'était déjà Nike qui avait bossé dessus. Mais je le redis, ça reste des concepts de fans. Ça peut être incroyable visuellement, ça peut même inspirer dans le futur, mais ce ne sont pas des leaks, c'est juste la créativité d'artistes en herbe qui se projettent. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'en ce moment, à Vegas, c'est encore plus freestyle, parce que là-bas, il n'y a pas de passé à réactiver.
Ça va dans tous les sens parce que Las Vegas c'est le paradis du branding, mais c'est aussi le piège du fake. Les fans imaginent tout ce que la ville inspire, néon, désert, cartes, jetons. Les palettes qui reviennent c'est souvent noir et or, ou alors violet turquoise façon néon, ou même rouge-noir façon casino. Côté nom, ça part dans tous les sens. On voit passer des high rollers, des trucs autour des cartes genre Jokers ou Spades, des identités plus en mode désert avec Scorpions ou Vipers. Sauf que là aussi, tant que la ligue n'a pas attribué une franchise à la ville du Nevada, rien n'existe pour de vrai, ce n'est que du fantasme. Et puis Vegas en plus en termes de naming, de marque et de concurrence est une grosse jungle. La NBA ne laissera jamais une identité leakée tant que l'intégralité des droits n'auront pas été parfaitement verrouillés. Maintenant tout ça je le répète, on en est seulement au stade de délire, mais ça permet au moins un petit peu de se projeter. Par contre on se rend vite compte que si on introduit Seattle et Las Vegas en NBA, on va vite avoir affaire avec un problème géographique. Si ces deux franchises entrent dans la ligue, elles feront logiquement partie de l'Ouest, et d'un coup, t'aurais un Ouest à 17 équipes et un Est à 15, sauf que la NBA, elle aime pas ça, elle aime les trucs logiques, elle aime le 16 d'un côté et 16 de l'autre parce que ça simplifie tout le reste, le calendrier, les comparaisons, le classement, la perception d'équité, et surtout, ça évite une bizarrerie permanente où une conférence a moins de chances que d'autres pour les playoffs parce qu'elle a plus d'équipes. Donc la conséquence est logique, à 32 teams, si c'est ces deux-là, une équipe de l'Ouest basculera à l'Est. Et c'est là que ça devient très concret parce qu'à ce propos, tout le monde a un avis. Bon après, j'en vois qui disent que Seattle et Las Vegas pourront pas arriver en NBA justement à cause de soucis géographiques et qu'il faudrait une équipe de l'Ouest plus une équipe de l'Est. Je les arrête tout de suite, des déménagements d'une conférence à l'autre, on en a vu plein dans l'histoire. Chicago, Milwaukee, à mon avis ce sera pas un problème. Le nom qui revient le plus pour un changement de conférence c'est Minnesota et je comprends pourquoi. Les Wolves aujourd'hui c'est un peu l'équipe perdue de l'Ouest. Sur une carte vous le voyez, ils sont beaucoup plus proches de tout un bloc d'équipes de l'Est que d'une grosse partie de leurs déplacements prévus à l'Ouest. Donc si tu les passes à l'Est, tu corriges un truc bête mais réel, moins de vols interminables, des déplacements plus logiques et des matchs plus proches de leur territoire. Et en plus, niveau horaire, leur fuseau colle parfaitement à la programmation des autres teams de l'Est. Tout est ok. Pour moi, les Wolves, ce serait clairement le changement de conférence le plus logique. Après, il y a deux autres noms qui sont souvent dans la discussion, Memphis et New Orleans. Sur la carte, ça peut paraître logique aussi, car ces deux teams sont bien plus à l'est qu'à l'ouest. Le truc, c'est que ces franchises ont déjà des voisins à l'ouest, notamment dans le Texas, et des rivalités déjà existantes. Donc oui, c'est possible, mais ça me semble moins évident que Minnesota, où la cohérence géographique me paraît bien meilleure. Diffusion télé, déplacements, voisins, rivalité, la ligue doit penser à tout ça, et à mon avis, Minnesota a le dossier le plus concret. Maintenant, on s'en rend compte, 32 équipes en NBA, rien qu'en termes de conférence, ça demande une certaine ingénierie, mais si on parle de division, là c'est encore pire, Adam Silver a un énorme chantier devant lui. Comment tu redessines, tu repenses les divisions pour que ça fasse sens, comment tu limites les kilomètres en avion, comment tu évites de créer des équipes punies par la géographie, et comment tu protèges l'équité du calendrier sans rendre le truc incompréhensible. La NBA veut un produit fluide, simple à comprendre, des déplacements logiques, des affiches récurrentes qui racontent quelque chose, et un classement qui ne dépend pas de la carte et des trajets. C'est là qu'on s'en rend compte, une expansion, d'un point de vue logistique déjà, c'est énormément de taf, énormément de choses à réfléchir. Prenez les divisions, aujourd'hui elles ne font plus la pluie et le beau temps comme avant, mais elles servent encore à structurer la saison. C'est une histoire de territoire, de voisinage, des adversaires que tu retrouves souvent, des séries plus naturelles, des rivalités qu'on comprend sans explication. Si Seattle arrive, vous sentez déjà le truc. Seattle-Portland, ça redevient un derby automatique. Et si Vegas débarque, pareil, tu peux faire naître des habitudes avec les équipes californiennes du coin, parce que la NBA vit aussi d'affiches qu'on revoit souvent, de mini-histoires qui reviennent tous les ans. Heureusement quand même que la NBA est pensée de façon à ce que chaque équipe, en jouant 82 matchs par an, puisse avoir un petit peu de confort avec moins de déplacements en jouant plus souvent contre les équipes alentours. Sans ça, avec tous ces trajets en avion, tu finis complètement rincé et certaines équipes isolées sont clairement désavantagées. Ça c'est le truc que les fans sous-estiment toujours, les kilomètres. Sur une saison, ça implique de la fatigue, des retours tardifs, des jambes lourdes et des performances qui varient sans qu'on comprenne pourquoi. Réaligner la ligue pourrait diminuer ce facteur, et pour une équipe comme Minnesota, changer de conférence aurait un vrai impact. Nouvelles habitudes, nouveaux horaires, nouveaux rivaux. Si le réalignement de la ligue est fait de manière cohérente, les Wolves pourraient vraiment en bénéficier, je pense. Quoi qu'il en soit, ce sera le taf d'Adam Silver et ses hommes d'élaborer une réorganisation et un calendrier qui soit parfait. Assez de matchs contre ton voisinage pour limiter les longs déplacements, assez de matchs dans ta conférence pour que le classement soit crédible, et au moins un déplacement dans chaque ville NBA pour que tous les fans adverses puissent te voir. Si à ça, tu ajoutes la NBA Cup, les diffusions télé, les matchs à l'heure européenne et ceux où tu joues à l'étranger, tu peux vite te retrouver avec une énorme usine à gaz. C'est ça que je veux expliquer dans cette vidéo, faire une expansion c'est pas seulement ajouter 2 équipes et let's go. Ça demande un travail de titan et une horloge à régler au millimètre près pour que personne ne soit désavantagé. Et pourtant j'ai même pas encore parlé du sportif et de la potentielle expansion draft qui aura lieu.
Le principe est simple, même si je le trouve brutal. Les 30 équipes en place protègent une partie de leur effectif, généralement 8 joueurs selon l'histoire, et tout le reste devient accessible. Les nouvelles franchises piochent dans ce pool avec une règle clé, un seul joueur maximum par équipe existante. Donc si Seattle prend un joueur chez les Hawks, Vegas ne peut plus toucher à leur roster derrière. Chacun conserve son contrat en cours, et c'est là que ça devient stratégique, parce que tu ne draftes pas juste un nom, tu récupères aussi son salaire. Et ça, à mon avis, c'est un point que beaucoup de fans ont tendance à sous-estimer. Dans la vraie vie, tu ne récupères presque jamais des stars, elles font toujours partie des 8 protégés, quasiment tout le temps. Le pool réel, c'est autre chose, des roleplayers solides mais pas prioritaires, des jeunes coincés dans des rotations trop profondes, des contrats un peu lourds que certaines équipes seraient ravies de voir partir, et parfois un coup si une franchise se trompe dans ses protections. Et surtout, ce que je retiens du passé, c'est qu'une draft d'expansion, c'est un terrain parfaitement fertile pour différents deals, différents transferts. Une équipe peut te dire « prends ce joueur-là plutôt que celui-ci, et nous en plus de ça on t'envoie un pic en plus en cadeau ». Donc dans une expansion, tu ne construis pas juste une équipe pour le présent, tu accumules aussi des actifs pour le futur. Et derrière, tu complètes avec la draft et la free agency, sachant que si ça se passe comme d'habitude, les autres années, la NBA pendant les premières années ne te filera aucun choix du top 3, tu drafteras en 4 ou en 5. Ouais, question d'équité j'imagine, pour éviter de tout péter directement en étant favorisé et en chopant le top 1 pour choper un joueur générationnel sans tirage au sort. Donc le plafond réaliste année 1, c'est une équipe respectable si elle fait de bons deals, mais dans la plupart de ces cas, ça reste souvent une équipe en chantier qui a besoin de pas mal de temps pour se construire. C'est pour ça que penser à l'avenir dès le jour 1 de la draft d'expansion est primordial, je pense. Mais comme je l'expliquais en début de vidéo, impossible de rêver d'expansion si tout ce qui concerne les finances avant ça n'est pas absolument hyper carré. Ce sont les proprios qui décideront de l'élargissement ou non de la ligue, et ils ne le feront, soyons clairs, que s'ils y voient une vraie opportunité de gagner du fric. Et oui, cette ligue est un business, et aucun propriétaire ne validera ça si c'est un projet bancal, soyez-en certains. Parce que pour les proprios actuels, ajouter 2 équipes, ce n'est pas juste élargir la carte, c'est céder une part de ses revenus, on l'a dit au début de cette vidéo. Aujourd'hui, chacun possède symboliquement un 30e de la NBA, si tu passes à 32 franchises, tu tombes à un 32e. Dit autrement, tu partages le même total, les droits télé nationaux, les gros partenariats de la ligue, la marque NBA, les produits dérivés, et tout le reste avec 2 actionnaires de plus. Adam Silver l'a reconnu publiquement, le cœur du dossier c'est l'économie, et c'est la partie la plus délicate à faire accepter. Les proprios ne se demandent pas si ce serait cool d'ajouter des franchises à Seattle ou à Las Vegas, ils se demandent si leur part, après dilution, a des chances de valoir davantage ou alors de s'effondrer. Ça c'est clairement ce qu'il faut qu'on comprenne en tant que fan avant de s'enflammer. Il faut être certain qu'à terme, ça fasse considérablement augmenter le pactole global d'ajouter ces 2 teams. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est que pour faire passer la pilule, il y a quand même un très gros chèque qui devrait arriver, et ça peut être un bon compromis. Les rumeurs parlent de 5 milliards de frais d'admission par team, 10 milliards en tout donc s'il y a 2 teams. Divisé entre 30 proprios, ça fait plus de 330 millions par franchise, une jolie prime mine de rien sur le court terme. Mais tout ça, ça doit se calculer sur le long terme. Est-ce qu'une grosse valise de cash maintenant compense une dilution à plus long terme ? Vous voyez le dilemme, c'est clairement une histoire de projection, de business et de gros sous. Et le timing rend tout ça encore plus sensible. La NBA a verrouillé un nouveau cycle de droits télé sur 11 ans présenté comme une évolution colossale par rapport à avant. Plus ces revenus nationaux grossissent, plus la question de les partager devient stratégique. Une expansion il y a 10 ans n'aurait sûrement pas coûté aussi cher en prix d'entrée. Aujourd'hui, avec des franchises valorisées à plusieurs milliards, faut s'aligner avec le marché et les sommes annoncées deviennent complètement folles. Tout se résume à ça, frais d'admission versus dilution. Et faut pas croire qu'un feu vert en 2026, ça voudrait dire un tip-off en 2027. Si les proprios votent pour, c'est juste le début du process, la toute première porte qui s'ouvre, rien d'autre, il y en aura plein d'autres à ouvrir derrière. La ligue devra attribuer formellement les franchises, à quelle ville, valider les groupes propriétaires, finaliser le montant du ticket d'entrée, structurer les montages financiers et cadrer toutes les règles sportives. Rien qu'à ce stade-là, on parle de mois et des mois de travail. Donc ouais, même pour les projets avancés comme Vegas ou Seattle, il faudra du temps pour que cette expansion prenne forme. Il y a tellement de choses à évaluer, à confirmer, à valider, et encore une fois, faire une expansion c'est bien plus que disposer d'un projet d'équipe et d'une salle qui est prête à accueillir des matchs. Ouais vraiment, j'ai essayé de mettre le nez dedans, mais je pense que pour nous c'est vraiment impossible à imaginer le nombre de détails que ça implique. Comment sont configurés les vestiaires, les espaces médicaux, la production de télé, et en parallèle, il faut concevoir un centre d'entraînement dédié, embaucher un président basket, un GM, un coach, monter un staff médical, performance, scouting, analytics. Une franchise, c'est une entreprise complète à bâtir du sol au plafond. Et ça se monte pas en 6 mois, même avec des milliards de cash disponibles, c'est un projet qui se construit sur plusieurs années. J'ai même pas parlé du branding officiel, du dépôt des marques, de la validation juridique, de l'identité visuelle, des maillots, du merchandising, des partenaires, puis la billetterie, les abonnements, les sponsors locaux, la campagne de lancement, et forcément après faut réussir à construire un vrai projet sportif. Tout ça doit rentrer dans un calendrier validé par la NBA, et clairement ça peut prendre du temps. Allez, si je devais faire un pronostic à la louche, je dirais que le plus tôt, en étant optimiste, ce serait un début de la NBA à 32 équipes pour la saison 2028-2029. Et encore.
Faut vraiment retenir ça, un feu vert des proprios ne correspond qu'à un début d'énorme chantier qui devra se construire sur plusieurs années. Par contre, ce qui me rend positif dans l'idée que ça se fasse, c'est qu'une expansion comme ça peut faire raconter de belles histoires, et les belles histoires, on le sait, c'est très positif pour le business. Parce qu'il y a des franchises qu'on crée et il y a des franchises qu'on ressuscite. Seattle, ce sera clairement la deuxième catégorie. Ce n'est pas une page blanche, c'est une ville qui a perdu son équipe et qui ne l'a jamais digérée. Ce n'est pas donnez-nous une team, c'est rendez-nous les Sonics. Et ça, en termes de narratif, c'est de l'or en barre. Les couleurs vert et or, la nostalgie des 90s, les maillots Legacy, tout est déjà prêt dans l'imaginaire collectif. Du point de vue du business, tu peux vendre des maillots des années 90 dès le jour 1, toucher les fans qui ont grandi avec cette team et même un public mondial qui connaît déjà le produit Sonics sans avoir besoin d'explications. Ça peut convaincre les proprios. Si t'as déjà des fans et des produits dérivés qui se vendent, ça peut remplir les caisses. Ok, maintenant t'as qu'une part sur 32 alors qu'avant t'avais une part sur 30, mais si la masse globale est plus grosse grâce aux Sonics, ça peut être tout bénef. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Vegas, l'histoire que tu racontes, elle peut être complètement différente, mais tout aussi bankable. Si Seattle c'est la revanche et la mémoire, Vegas c'est le futur et le show. La NBA y est présente chaque année et narrativement c'est facile à raconter. À force d'y jouer, la ligue finit par s'y installer. Capitale du divertissement, tourisme constant, capacité naturelle à remplir des salles, ambiance VIP, package, expérience globale, tout colle à l'ADN moderne du produit NBA. À côté de ça, la ville peut être hyper attractive pour certains joueurs, et si le projet basket tient la route, on pourrait vite voir quelques stars décider de signer dans le Nevada. C'est bien pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer que ce duo de franchise me paraît si évident à ce jour s'il y a expansion. Deux nouvelles identités visuelles à lancer, deux projets à potentiel hyper rentable, donc un énorme levier merchandising à exploiter, des rivalités naturelles à raconter, Seattle-Portland en tête, Vegas-Los Angeles juste après, des déplacements plus cohérents à envisager dans une ligue qui cherche à rendre son produit plus fluide, et une structure à 32 équipes qui doit rester simple à comprendre pour le grand public, notamment pour la NBA Cup dont le format est voué à évoluer. À 32 équipes, tout doit être clair, cohérent, racontable, et sur le papier, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire un vrai truc qui tient la route. C'est pour ça que j'y crois, un vote positif cet été de la part des propriétaires, puis une construction progressive sur 2, 3, voire 4 ans. Et franchement, j'ai hâte de tout ça, j'espère qu'ils vont dire oui les proprios, parce que ça va être hyper intéressant à suivre. Je me rappelle quand j'étais gamin en 1995 des arrivées de Toronto et de Vancouver, ça a apporté une vraie hype, un vrai truc à suivre et j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec plus de recul aujourd'hui. Et c'est là que je veux un petit peu vos avis, vous y croyez vous à une extension ou alors pour vous c'est trop compliqué financièrement et logistiquement? Et si Seattle et Vegas à l'ouest, vous envoyez quelle équipe à l'est et pour quelle raison? Il y a plein de scénarios possibles, mais vous l'avez compris, selon moi, jusque-là en tout cas, Minnesota, j'ai l'impression, reste le meilleur candidat. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, j'ai envie de vous lire, et si vous avez des questions sur tout ce que je vous viens de vous exposer, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour vous y répondre de la meilleure façon possible. Alors si la vidéo vous a plu ou vous a apporté des trucs, pensez à la booster là, avec la nouvelle fonctionnalité, ça apporte de la force de ouf. Et si vous voulez suivre la suite, pareil, pensez à vous abonner ici, sur YouTube également. Parce que je vous le promets, si la NBA bascule à 32 équipes, et j'ai très envie que ça se fasse, on sera là ensemble pour décrypter absolument chaque étape. Du coup, je vous donne rendez-vous pour ça très vite, et nous on se retrouve directement dans les commentaires.